Bonsoir, c'est Mehdi Marouf, participant de Meher Center, et c'est avec un très grand plaisir qu'on vous présente la 5e édition de votre émission The Pro I Want to Be. Et pour cette édition, la créativité et la culture sont nos invités, sous la thématique Créativité et culture comme piliers universitaires. Avec moi pour la présentation, Abir. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Abir Sadi, je suis étudiante en première année Master Fertilizer Science and Technology from the School of Agriculture, Fertilizers and Environmental Sciences. Et on a avec nous aujourd'hui nos deux intervenants que je tiens d'ailleurs à remercier de leur présence. Et également, je vous invite à se présenter. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Mariam Oufkeri, je suis lauréate de programme Mahir de l'année dernière et actuellement, je suis Project Manager and Coordination au niveau de SIL, Social Innovation Lab, et particulièrement au sein de Coop Lab, qui est le spin-off de SIL. Je m'appelle Taha Malafrej, je suis directeur de Maher Center au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur Belafrej. Donc, on peut commencer par notre première question. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, notre thématique, c'est la combinaison entre la culture et la créativité. Sur quelle base avez-vous choisi de combiner la culture et la créativité afin de créer un impact positif sur le développement humain? C'est une bonne question parce qu'on n'a pas l'habitude de spécifier à ce point ces deux compétences pourtant si utiles dans la carrière, dans la vie professionnelle de chaque étudiant ou chaque salarié ou entrepreneur. Cela vient du fait que les temps dans lesquels nous vivons, on s'est rendu compte que tous les aspects techniques d'ingénierie, en matière d'économie, etc., sont en quelque sorte pris en charge. Il y a des instituts, il y a des diplômes, il y a des cursus. Et on a remarqué, ce n'est pas seulement spécifique chez nous, qu'il y a un certain abandon à tout ce qui est culture, tout ce qui est encouragement à la créativité. Donc notre objectif, c'est d'essayer d'amener les jeunes à développer ce sens de la créativité, à renforcer leur culture, à améliorer leur communication et à collaborer facilement avec l'autre et aussi disposer d'un esprit critique. Ce sont aujourd'hui les compétences qui sont les mieux valorisées sur le marché de l'emploi comme dans la vie personnelle de tout un chacun de notre temps. Donc ça c'est les principes de base. Ensuite, il a fallu donner une vie à ces concepts, c'est-à-dire créer un espace où l'apprentissage se fait de manière alternative, c'est-à-dire qu'à Maher Center, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de compétition entre les différents participants pour arriver à libérer les énergies et accéder facilement à ces compétences. Et les participants qui nous rejoignent, Mehdi et Myriam en font partie, et Myriam en a fait partie, sont sélectionnés de manière à ce qu'ils soient motivés, mobilisés, engagés pour acquérir ces compétences, pour que par la suite, ils puissent eux-mêmes les diffuser autour d'eux, dans leur milieu professionnel, dans leur famille, dans leur quartier. Et ainsi, on pourra construire le changement que nous souhaitons tous pour ce pays. Certainement, comme a dit Taha, on est motivé pour travailler, pour stimuler ce changement tant attendu. C'est pour ça que je vous pose la question, Myriam. Actuellement, on parle de culture et créativité comme une vraie dynamique dans les universités. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Oui, effectivement, Mehdi. Alors, je trouve en fait que le fait que la dimension culturelle ou la dimension de la culture qu'on vient de dire, Taha, s'il est
de plus en plus placée au sein des communautés universitaires, ça montre une chose, c'est que ces dimensions culturelles, ou bien l'université en fait, travaille à ne pas mettre de l'écart entre cette dimension et les autres dimensions de la vie d'un étudiant au sein de l'université. Et si on parle de créativité et de culture, en fait, qu'est-ce que la créativité ou qu'est-ce que la culture? Ce n'est rien que la créativité de l'humain, la créativité de l'humanité, en fait. C'est toujours lié à la connaissance, c'est lié aux civilisations, c'est lié aux travaux artistiques, c'est lié à la création de l'humanité. Et donc, le fait que cette dimension soit mise au centre de l'intérêt de l'université, je trouve que c'est un élément qui complémente le parcours d'un étudiant, de votre parcours, de mon parcours au sein de l'université. Donc, c'est primordial que cette dimension prenne de l'importance de l'université. Et je ne sais pas, on ne peut pas nier l'importance ou l'apport des grandes figures de l'histoire, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la poésie. Le rapport, en fait, a stimulé de l'innovation. Et cette innovation, cette culture qu'on apprend à l'université ou qu'on met en avant à l'université, ça favorise autrement l'innovation dans d'autres domaines. Donc, dans le volet innovation sociale, innovation économique, donc c'est toujours lié. Et c'est juste pour dire et résumer que cette importance que dans l'université à la culture est primordiale dans le parcours de l'étudiant. Et si vous permettez, je peux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Myriam. En rentrant dans cette salle, vous avez vu qu'elle s'appelle la salle Benoît-Rost. Et quand vous lisez la biographie de Benoît-Rost, il était médecin, il était philosophe, c'est-à-dire à son époque, on combinait toutes ces disciplines. Il n'y avait pas de frontière entre les disciplines. Khawarizmi, il est connu pour être un mathématicien, mais en fait, c'est aussi un philosophe. Et il faisait partie de Beit al-Hikma à Bagdad au IXe siècle, qui était connu pour être l'apogée de la connaissance et de la culture, les traductions, tous les grands livres et les grandes œuvres littéraires et de pensée humaine étaient traduites en arabe à l'époque à Bagdad. Et si on se rapproche un peu, Descartes était philosophe, mais il était aussi scientifique. Newton, un physicien connu, il était aussi philosophe. Et même de nos jours, quand on prend l'exemple de Bill Gates, c'est un ingénieur, c'est un entrepreneur, mais tout le monde sait que c'est une personne qui dévore les livres. Sa liste de lecture est souvent demandée un peu partout pour la prendre comme exemple. Donc, en fait, il n'y a jamais eu cette distinction entre des disciplines purement techniques, technologiques, et tout ce qui est en relation avec la réflexion, la pensée humaine, l'histoire de l'humanité, l'ouverture vers l'autre, la traduction. Tout ça, c'est des disciplines qui étaient mêlées. Malheureusement, de nos jours, des frontières ont été créées et il s'agit maintenant de faire en sorte que ces frontières disparaissent. Et je voudrais citer ici une citation d'Einstein, qui est aussi contemporain, qui dit que les sciences humaines et les sciences tout court sont les deux branches d'un même arbre. Donc, on ne peut pas grimper sur une branche et abandonner l'autre. C'est le même arbre qui supporte la pensée humaine, l'innovation humaine. Merci, Monsieur Belfrage. Donc, monsieur, vous êtes directeur de Maher Center et comme tout le monde le sait, votre philosophie, c'est la créativité, c'est l'innovation. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer davantage comment le combo culture et créativité peuvent être adaptés à de différents domaines, du moment que tous vos participants viennent de différentes disciplines? Oui. Je te remercie pour cette question très pertinente. En fait, c'est un process. Il y a un input et un output. Vous prenez un cerveau humain et vous devez donner du grain à moudre à ce cerveau humain pour qu'il puisse créer à partir de ce qu'il a ingurgité, de ce qu'il a engrangé comme connaissance. Donc nous, à Maher, il y a 3 volets. Il y a un premier volet qui est d'apprendre.
un peu d'histoire, de philosophie, la marche du monde, comprendre le monde, par des séances sous forme de causeries, d'interventions de personnes expertes dans les domaines, mais en même temps, les participants de Maher prennent toute cette matière et la transforment en podcast, en vidéo, en pièces de théâtre, c'est-à-dire la créativité se développe à partir de cette culture générale qu'on a obtenue. Le troisième volet, c'est la pratique sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ingurgiter et de créer l'output, il faut aussi partager avec les autres pour que ça puisse faire tache d'huile et que ça puisse donner de l'inspiration aux autres. C'est pour ça que Maher, il se déplace sur d'autres sites pour travailler avec d'autres jeunes et partager avec eux les connaissances acquises. On a aussi des événements que nous créons. Malheureusement, la situation sanitaire ne permet pas, mais on fait avec, on s'adapte, on respecte les contraintes. Et aujourd'hui, sur le campus de notre université, il y a une belle exposition qui illustre justement que des jeunes qui apprennent des choses peuvent aussi transformer cet apprentissage en outil de communication, de démonstration et de créativité de la place de l'esprit humain dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que le technologique, il y a aussi tout ce qui relève de l'esprit, qui relève de l'innovation intellectuelle. Merci beaucoup, Monsieur Belfrich. Effectivement, on a parlé un peu du déroulement, comment ça se passe à Maher, et on a de la chance de vous avoir parmi nous. Donc, on voudrait bien savoir les motivations derrière la création d'un tel centre. La motivation, c'est le constat que nous faisons tous. Vous demandez à n'importe quel entrepreneur ou une entité industrielle qui veut embaucher des collaborateurs, il vous dira que oui, c'est vrai, nous recevons des CV de lauréats de telle ou telle école qui maîtrisent leur domaine, mais qui malheureusement ne savent pas s'exprimer, n'ont aucune culture, ne savent pas collaborer avec l'autre. Et l'entreprise se voit obligée de faire une espèce de rattrapage de différentes façons. Maher, c'est justement, partant de ce constat, on veut mettre dans la société, sur le marché, entre guillemets, du travail, de l'entrepreneuriat, des profils qui ont remédié à cette lacune, héritée d'un système qui peut-être n'a pas accordé suffisamment d'importance à tout cela. Et on voit que ça marche. Je ne veux pas qu'on comprenne de mon discours que tout est facile, qu'il n'y a qu'à, etc. Le changement est toujours difficile. Le jeune Marocain aujourd'hui, il est un peu habitué à être comparé à l'autre, à ne pas facilement s'adapter avec l'autre, à travailler en individuel en s'enfermant, à travailler juste ce qui lui est exigé de lui lors de l'examen. Et ça contribue énormément à affaiblir la personnalité et à rendre la personne peu opérationnelle dans un monde de mouvement, un monde d'ouverture et qui nécessite des profils adaptés. D'accord, donc cette fois-ci, ma question est adressée à Madame Ofriri. Donc, vous êtes déjà lauréate de Maher Center. Donc, c'est pour cette raison, je veux simplement savoir quelle est la valeur ajoutée qui peut être éventuellement ajoutée en incluant cette approche dans un programme quelconque. C'est-à-dire, c'est quoi, après avoir eu votre diplôme et en intégrant Maher Center, c'est quoi la valeur ajoutée à votre cursus? Voilà, merci. À mon cursus professionnel, vous voulez dire? Exactement. Oui. Alors, en fait, déjà, le fait de participer au programme Maher, ça m'a permis, en fait, et à tous les participants, j'estime, d'élargir les horizons, d'élargir les possibilités, que ça soit des possibilités ou des horizons personnels et professionnels. Le fait que j'ai eu cette occasion de participer au programme Maher m'a permis en fait
d'enrichir déjà mon parcours parce que je suis d'un background ingénierie industrielle et donc le fait d'avoir cette expérience en développement humain, ça a enrichi mes compétences personnelles mais aussi professionnelles. Comme vient de dire Taha, sur le programme, on travaille sur énormément de choses. On développe des compétences, on booste la créativité, on travaille en collaboration, on fait des challenges sur lesquels on travaille en groupe. Donc, il y a des compétences que les étudiants ou toute personne qui est intéressée par un parcours professionnel, il en a besoin. Et le fait d'avoir parcouru ce programme, ça m'a permis de renforcer ces compétences. Également, le fait d'avoir cette expérience spécifique et particulière, ça m'a permis à moi de réorienter ma carrière professionnelle. Le fait de changer d'un domaine industriel vers un domaine de développement humain, ce n'était pas possible sans avoir parcouru cette expérience et d'avoir fait le travail de terrain qui se fait au niveau de Mahir avec les jeunes, au niveau de Connect à Agadir, au niveau de Youssoufia à Act School. Donc, ces expériences terrain m'ont enrichi en fait mon expérience et m'ont permis de réorienter justement ma carrière vers le développement humain. Effectivement, actuellement, je suis sur le stream Social Innovation Lab au niveau de l'université et c'est un complément donc à ce que j'ai déjà appris au niveau de l'accompagnement des jeunes. Et en fait, je tiens aussi à mentionner que on était plusieurs au programme Mahir, on était plusieurs et les horizons ont été élargis pour tout le monde. Il y avait ceux qui ont continué en fait leurs études dans des domaines spécifiques, vu en fait que ils se sont retrouvés dans certains domaines plus que d'autres. Donc, ça leur a facilité le choix de certains domaines, donc ils ont continué leurs études. D'autres, en fait, ont choisi des parcours professionnels au secteur privé, au secteur public. D'autres ont travaillé pour leur compte. L'idée est que le programme, avec toute sa méthodologie, permet d'élargir les champs, d'élargir les horizons. Et justement, d'apprendre qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs opportunités à créer nous-mêmes à travers ce qu'on apprend à Mahir. Merci, Madame Ofré. Si je peux préciser juste un point. Pour être concret, vous connaissez sans doute la grande institution MIT, qui se trouve aux États-Unis, qui est une des plus grandes institutions technologiques du monde. Eh bien, en 2015, ils ont fait une étude sur différents échantillons de lauréats, en leur posant la question « Qu'est-ce qui vous a le plus servi une fois que vous avez quitté les études et vous étiez engagé dans la carrière professionnelle ?» Eh bien, il n'y a aucune surprise. Tous, alors une grande majorité, je vous invite à trouver cette étude, je peux la mettre à votre disposition. La majorité des lauréats qui ont répondu, ils ont dit « Ce ne sont pas les compétences techniques qui nous ont le plus servi. Ce sont plutôt les compétences de communication, d'argumentation, de persuasion, soit d'un client, soit d'un partenaire. Parce que les compétences techniques, elles sont répandues. Tout le monde peut y arriver. Par contre, tout ce qui est personnalité, tout ce qui est culture, tout ce qui est créativité, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, ça se travaille autrement. Ça se travaille avec des méthodes différentes, en travaillant avec l'autre, en écoutant l'autre, en tissant des réseaux, en apprenant petit à petit, learning by doing, c'est-à-dire avec l'autre. Les disciplines techniques et technologiques, c'est une autre façon d'apprendre. Et je ne vais pas citer beaucoup de monde, mais un des grands penseurs du monde contemporain, il s'appelle Alvin Toffler, qui dit que ceux qui vont gagner, ce sont ceux qui ont 3 capacités. C'est apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc il faut apprendre,
Il faut désapprendre parce qu'il y a des choses que nous trimballons dans notre tête qui ne servent plus à rien. Il faut pouvoir les enlever, des choses qui nous empêchent d'avancer, et il faut réapprendre. C'est ça le cycle de la vie. En restant en ce que vous venez de dire, Monsieur Taha, je sais très bien que la méthodologie de travail elle est basée sur les 4 C. Créativité, collaboration, esprit critique, communication. Pourquoi essentiellement ces compétences et pensez-vous qu'elles sont essentielles pour toutes les formations confondues? Ils sont essentiels pour l'être humain. Ce n'est pas seulement un être humain. J'aime pas le mot employable. C'est un peu dégradant. On ne forme pas des gens employables. Il faut former des individus, des êtres humains, autonomes, qui savent réfléchir, qui savent prendre l'initiative. Les 4 C, ils se traduisent par toutes ces déclinaisons. Est-ce que tu es autonome dans ta pensée? Est-ce que quand tu vois qu'il y a un problème, tu as les moyens de le résoudre? Pas seulement techniques, les moyens humains. Est-ce que tu peux travailler dans une ambiance où il y a une diversité, où il y a des cultures différentes de la tienne? Donc, c'est l'être humain qui est en jeu. Et il faut qu'on revienne. On a un peu oublié avec cette invasion de la machine et de la technologie qu'on a. Tout le monde a dans sa poche le monde entier. Il suffit d'appuyer sur un bouton et tu as Wikipédia, tu as Google Maps, tu peux voyager, tu peux aller au musée du Louvre. Mais ça ne donne pas la réalité de la culture. C'est une illusion. Parce que on s'est pas mis dans le bain de l'apprentissage et de l'acquisition de tout ça. On devient juste des visiteurs éphémères. On saute déjà, il y a un message sur WhatsApp qui nous appelle à répondre à quelqu'un. Déjà, il y a une autre chose qui nous rappelle à un autre rendez-vous. Donc, on ne prend pas le temps d'approfondir ce qu'on veut découvrir, ce qu'on veut apprendre. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, elle s'accompagne, elle résulte sur des choses importantes qui accélèrent la communication, qui développent les contacts entre les humains, mais à chaque fois, ça crée aussi d'autres problèmes, des impacts négatifs. Comme au moment de la mise en circulation des voitures, il a fallu plus tard mettre un code de la route, mettre des panneaux, des feux rouges, etc., pour réglementer, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, la voiture permettait de se déplacer plus vite que le cheval, mais elle créait d'autres problèmes. Et on a réglé ce problème. Pareil, aujourd'hui, l'outil technologique que nous avons tous dans nos poches, eh bien, on se rend compte que, quand même, il provoque pas mal de dégâts chez les enfants, chez les adolescents, etc. Et donc, il faut rééquilibrer tout ce qui se fait par la machine, rééquilibrer par des pratiques un peu plus humaines de relations, etc. Merci, Monsieur Belfrage. Et également, j'ai une autre question, c'est-à-dire c'est comment l'EM6P supporte ses piliers en faveur de ses participants. Donc, je te remercie parce que ça me donne l'occasion de remercier les dirigeants de cette belle université parce que c'est très audacieux de leur part, franchement, faire le pari de création d'une entité aussi novatrice, aussi différente de ce qui se pratique, les dirigeants se sont comportés avec beaucoup, beaucoup de courage et d'audace parce que, en général, on préfère ce qui est fait et on préfère ne pas trop oser aller sur des terrains qu'on ne connaît pas. Eh bien, l'université a mis à notre disposition des locaux, nous a facilité aussi des équipements. Nos étudiants sont logés dans le campus avec les autres étudiants. Ils sont en immersion dans cette ambiance de l'UM6P, bibliothèque, sport, bon, quand les conditions sanitaires le permettent. Mais franchement, je trouve que c'est une très belle initiative et je suis heureux, je suis fier de pouvoir contribuer à la matérialiser. Et on est soucieux de contribuer
à ce que l'image de cette belle université soit aussi composée de cette pierre à cet édifice qui montre qu'on peut faire les choses autrement et qu'on peut viser des objectifs différents. Merci beaucoup, Monsieur Belfast. Ma question maintenant, elle est pour Myriam. Je sais que tu étais étudiante universitaire, tu as passé une année en immersion dans le programme Meher. Donc, je voudrais bien des exemples bien concrets parce que les gens qui nous regardent, ils cherchent des exemples concrets. Donc, temps avant et après Meher, dans des exemples, si tu permets. Donc, le changement en concret sur des exemples. Alors, en fait, je tiens juste à mentionner que avant le programme Meher, je portais de l'intérêt au développement humain. Donc, j'étais sur des activités déjà en relation avec le développement humain. Et ce qui m'a attiré le plus au programme Meher, c'est l'élément de création de changement. Si vous me parlez des choses concrètes qui ont coloré l'expérience, je vais dire, en fait, déjà le fait d'entrer en immersion dans la réalité la réalité des jeunes Marocains, la réalité que moi, en tant qu'ingénieur dans le milieu professionnel, je n'étais pas au courant de cette réalité avec cette façon. Donc, je suis, je vais dire, comme le disait M. Saïl, je suis un optimiste mieux informé. Donc, je sais de quoi s'agit-il dans la société. Donc, le fait d'avoir les travaux de terrain, ça m'a permis de mieux concevoir cette réalité. Alors, d'autres exemples qui ont coloré l'expérience, ma propre expérience Meher, c'est en fait l'expérience d'être dans un groupe qui est aussi divers qui était en fait avec chacun avait un background différent, chacun venait d'une région différente. C'était donc un espace multiculturel qui était en fait un espace de test pour chacun de nous. Le fait de collaborer ensemble, de travailler ensemble, de communiquer ensemble et en fait de crier, parce que l'essence de programme Meher, c'est déjà d'apprendre, donc de crier, mais aussi de partager. Ce processus, le fait de le faire dans un tel environnement, c'était quelque chose qui m'a marqué en fait dans ce programme. Alors j'essaye de me rappeler encore des expériences parce que c'est tellement enrichissant. Il y a aussi l'idée des travails sur les challenges. C'était un élément crucial dans la formation qui m'a permis en fait de découvrir d'autres éléments que je ne savais pas. On travaillait sur un projet en relation avec les podcasts, avec la radio. C'était carrément des choses qui sont différentes, mais qui m'ont donné l'opportunité d'apprendre des choses, de désapprendre certains éléments que j'avais déjà au préalable et de bâtir des choses avec l'équipe. Donc, ce sont des expériences qui m'ont marqué le long de ce programme Meher. D'accord, donc j'ai une question pour Myriam de ma part. Donc, du moment que vous êtes lauréate de Meher Center, quelles sont selon vous les méthodes les plus pertinentes que quelqu'un peut adopter pour développer sa créativité? Voilà. Oui, alors la créativité, moi je la relie à l'être humain. Donc, le fait d'être créatif, c'est en fait d'apprendre des choses nouvelles. C'est de lier son esprit et sa pensée à l'innovation et au dynamisme. Donc, pour ça, il va falloir, ce que j'ai appris à Meher, c'est de désapprendre déjà. Pour être créatif, parfois, on est lié à certaines choses qui nous bloquent, qui nous limitent. Et là, donc, il va falloir d'abord, comme processus de créativité, d'être ouvert à de nouvelles choses, de pouvoir ou d'accepter d'apprendre dans un environnement, d'apprendre avec les autres, d'apprendre collectivement. Ensuite, l'étape d'apprendre pour être créatif, il va falloir en fait
donner l'opportunité à son cerveau de créer de nouvelles connexions. C'est finalement, si on voit biologiquement, c'est ça, c'est de créer de nouvelles connexions dans son cerveau. Et pour faire cela, il va falloir apprendre, il va falloir s'exposer à de nouvelles situations, il va falloir tester, il va falloir se mettre en situation de discussion, de confrontation, ce qu'on fait justement dans les débats, pour pouvoir faire de nouvelles liaisons. Et donc, de créer de nouvelles choses et de vivre de nouvelles expériences. C'est comme ça que je vois que la créativité pourrait se produire. Personnellement, puisque tu as posé la question sur comment peut-on faire, moi je dis d'abord, il faut lire. Nous sommes dans un pays où la lecture a été abandonnée. Tous les chiffres le montrent. Nous sommes très mal classés en nombre de lecteurs, en nombre de librairies, en nombre de livres produits, de livres traduits. Nous sommes très, très, très bas. Donc, il faudrait vraiment que l'on s'associe tous ensemble pour relever ce grand défi. Un peuple où la lecture est abandonnée ne peut pas aspirer à se développer et à créer. C'est une constante de l'histoire de l'humanité. Là où il y a écriture, là où il y a lecture, il y a progression, il y a développement. Et ça, je sais pas, c'est trop gros de dire combat, mais c'est un combat qu'il faut mener. Et on le commence petit à petit en créant au sein de l'université, sur le campus, une fois par semaine, en direct, et une fois aussi par semaine à travers les connexions Internet, des cercles de lecture qu'on appelle les Naqra. Plusieurs éditions ont été organisées, des extraits de livres sont distribués et les étudiants sont invités à s'inscrire, lire le texte et en discuter. Et nous avons reçu des expressions de satisfaction de la part des étudiants qui sont en ingénierie ou en architecture, etc., et qui ont saisi l'intérêt et qui ont rejoint cette initiative. Nous espérons pouvoir l'élargir à une plus grande échelle. Lire, c'est fondamental. Le livre est fondamental. On ne peut pas s'en passer. Et on est dans une situation où il faut faire quelque chose. Voilà, si vous permettez de passer un message, le véhicule de toute l'histoire de l'humanité, la chaîne qui crée cette succession de progrès, d'évolution, c'est l'écriture. L'être humain a écrit sur les gravures rupestres, dans les cavernes, une exposition en France qui a eu lieu dernièrement. Ils ont appelé ça « de l'argile au nuage ». L'être humain écrivait sur l'argile et aujourd'hui, ce qu'il écrit est sauvegardé dans les nuages. Et c'est une constante incontournable. Certainement, et l'exposition Nabni est la preuve qu'on a mis en valeur lire et écrire pendant tout ce temps-là à l'université. Et ma question rejoint parfaitement votre intervention sur l'importance d'avoir de tels programmes. Maintenant, c'est à l'UM6P, mais quelle est l'importance d'avoir de tels programmes dans plusieurs autres universités du Maroc? Oui, on est ouvert. On a déjà eu quelques approches. Il ne faut pas oublier que c'est une expérience qui n'a que 2 ans d'âge. Donc, on est encore, si vous voulez, on est en expérimentation. Malgré tout, on teste les horaires, les disciplines et tout ça. Et on est ouvert. On veut travailler avec les autres universités qui veulent s'inspirer de notre méthodologie, qui veulent créer des partenariats pour développer et améliorer même ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ouverts effectivement à ce genre d'expérience. Merci, Monsieur Belfrage. Cette fois-ci, ma question est adressée à Madame Offrey. Donc, selon vous, est-ce que la créativité est une faculté innée ou bien peut-on apprendre à être créatif? Donc, du moment que vous êtes lauréate, et c'est une question purement personnelle, est-ce que vous voyez que 10 mois de formation que vous avez déjà eu à Maher Center est largement suffisante pour acquérir un certain nombre c'est-à-dire de compétences en termes d'innovation? Donc, voilà. Merci. Oui, merci Abir pour cette question.
En fait, déjà pour la créativité, personnellement, je pense que cette question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est nous qu'on a on a une partie de contrôle sur ce volet. On développe des choses. On a des choses qui sont acquises et on a un travail à faire pour développer d'autres choses. Donc, la créativité, ça se travaille, ça se développe. Et en fait, sur le programme, ce qu'on apprend, c'est que c'est un processus continu. C'est une quête qui est perpétuelle. On ne va pas apprendre pendant 10 mois et se dire que ça y est, on est créatif, on a tout appris. Non, le processus, le fond de processus, c'est de savoir comment apprendre et être toujours en apprentissage. Donc, pour être créatif, il va falloir toujours être en apprentissage, en relation avec d'autres sources de connaissances, et donc pour assurer cette continuité. Et là, donc, la formation, il permet de booster plusieurs éléments dans la créativité, il élargit les horizons, comme j'ai déjà dit, et il permet en fait de nous mettre sur les rails pour continuer le chemin de l'apprentissage et de la créativité. Donc, c'est toujours dans la continuité des choses. Merci. Restons un peu dans le même domaine et dans la même idée. Que peut-on dire à ces jeunes qui ont peur de lire, qui ont peur de la culture, qui ont peur d'avoir une créativité? Pouvez-vous faire passer des messages clairs pour ces jeunes-là, pour avoir cette volonté de se réveiller et de commencer à lire pour stimuler le changement tant attendu? Oui, alors mon message pour les jeunes, c'est en fait, essayez d'être vous-même. Si vous voulez être vous-même, vous allez sûrement vouloir être parfait. Vous allez vouloir sûrement vous améliorer, vous voir dans votre image héros. Et là, quand vous avez cette ambition, cette volonté, il va falloir prendre des choix, il va falloir faire des actions. Ce que je trouve très intéressant et ce que je trouve primordial, qu'on vient de mentionner Taha, c'est la lecture. Parfois, on est déraillé de l'importance de cet élément, mais si on veut franchir des limites, si on veut dépasser en fait les contraintes, si on veut se créer et s'inventer sur plusieurs niveaux, il va falloir travailler sa lecture. Il va falloir investir en fait. En fait, on investit sur soi. Quand on lit, on est en train d'investir sur nous-mêmes pour un futur qui est meilleur. Donc, on est en train de travailler l'ambition. On est en train d'alimenter cette motivation d'être meilleur. Et la lecture est un monde en fait tellement merveilleux qui nous emporte et qui nous fait vivre des expériences humaines qu'on n'aura jamais l'occasion de vivre. Imaginez la civilisation humaine qui a l'ensemble de la civilisation humaine, on ne pourra jamais la vivre. Mais avec la lecture, on a cette possibilité de vivre ces expériences. On a cette possibilité de voyager à travers ces expériences, d'apprendre. Et évidemment, en ayant toujours l'esprit critique, en ayant toujours la volonté de développer et de créer aussi. Mais le premier pas, c'est toujours de partir de soi et donc d'investir dans la lecture. Merci. Donc voilà, on arrive à notre dernière question qui sera adressée à Monsieur Belfrej. Donc vous savez que c'est-à-dire la culture ainsi que la créativité, ce sont des piliers qui sont supportés par l'UM6P comme première ou bien parmi les quelques universités ici au Maroc. Donc est-ce que vous pensez que si les autres universités marocaines, c'est-à-dire s'ils adoptent cette approche vis-à-vis à ces piliers, est-ce que ça va créer une dynamique de changement pour le développement du pays? Merci pour cette question. Ça me donne l'occasion de m'adresser aux jeunes, qu'ils soient à Maher ou qu'ils soient dans leur vie professionnelle et estudiantine. Essayez de connaître ce pays, l'histoire de ce pays. Ce pays a un patrimoine
extraordinaires. Ce pays recèle des opportunités extraordinaires. Si on l'abandonne, on aura perdu toutes ces opportunités. C'est pas vrai. Le jardin n'est pas plus vert ailleurs. On peut cultiver notre jardin. On peut profiter de cette histoire riche que nous avons. Je voudrais terminer par un petit exemple. Pas loin d'ici, il y a une mosquée qui s'appelle Koutoubia. Oui. Elle a été construite il y a 1000 ans. Pourquoi Koutoubia? Parce qu'autour de cette mosquée, il y avait des livres, Koutoub. Donc, il y a 1000 ans, c'était possible. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible aujourd'hui? À travers la culture, à travers le livre, favoriser la découverte, favoriser la curiosité. On peut développer ce pays. Et cette jeunesse, elle est pleine d'énergie. Il faut orienter cette énergie, il faut lui donner l'espace de confiance pour qu'elle se libère et qu'elle contribue à faire de ce pays le beau pays que nous voulons tous construire. Merci, Monsieur Belfrech. Mesdames et messieurs, donc nous arrivons à la fin de notre épisode. Donc, je tiens à remercier Monsieur Belfrech ainsi que Madame Ofreri de leur présence. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc, ça nous a permis de mieux comprendre l'impact de ces piliers dans le cadre universitaire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et de nouveaux participants. Merci beaucoup.